tous, à ceux qui sont dans la salle, à ceux qui n'y sont pas, mais qui, justement, grâce à la structure particulière de cette initiative, permettent que nous travaillons, soyons ensemble sur des sujets pédagogiques un peu particuliers, enfin un peu particuliers. C'est la deuxième séance de ces séminaires web consacrés en fait à finalement l'enseignement et les nouvelles technologies et et tout ce qui peut être innovation pédagogique. Alors je suis la vice-doyenne formation et scolarité de la faculté des lettres parce que ces sujets sont des sujets transdisciplinaires qui concernent absolument tous les divers champs d'enseignement de nos facultés à l'université. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Marcel Lebrun, qui est à la fois, évidemment, de l'Université catholique de Louvain, et qui est à la fois un spécialiste d'une discipline, en l'occurrence un physicien, mais qui a aussi choisi de travailler sur la diffusion du savoir, et qui est donc professeur en sciences de l'éducation. Et particulièrement compétent, c'est un des experts, le deuxième, donc expert que nous avons le plaisir de recevoir, puisqu'il a énormément travaillé sur justement le développement de dispositifs technopédagogiques qui, justement, à valeur ajoutée, bien sûr, pour l'apprentissage de nos étudiants et qui prennent en compte ces nouvelles technologies, l'impact des technologies numériques. Vous avez, je crois, monsieur, créé une des premières plateformes développées en open source, Claroline, je crois, Classroom Online, et précisément, voilà, vous êtes un spécialiste, un des experts que nous allons avoir le plaisir d'écouter aujourd'hui sur toutes ces questions. Donc, je vous remercie et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me donnez un petit signal si tout va bien. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, tout d'abord, merci pour votre invitation. Merci aussi pour le qualificatif d'expert. Bon, ben voilà, je ne suis pas certain d'être un expert, d'avoir une expertise aussi large que celle qui a été annoncée. Les seules choses que je dirais pour me présenter un peu davantage, ça a déjà été dit, c'est que effectivement mes études originelles, si vous voulez, c'était des études en sciences exactes, la physique, que j'ai prolongé par un doctorat en particules élémentaires au CERN à Genève. Rassurez-vous, c'était dans les années 80-90. Et ensuite, trouvant probablement que les particules élémentaires étaient trop simples, je me suis orienté vers ce qu'on appelle les sciences humaines, en particulier la pédagogie. Et lorsque l'Université de Louvain a décidé de me garder dans ses troupes, elle m'a proposé un poste en sciences de l'éducation. Donc voilà, j'ai quand même essayé d'aller voir du côté des sciences que l'on dit exactes, c'est facile d'être exact, et humaines, d'aller voir un peu qu'est-ce que je pouvais glaner au niveau de ce qui me préoccupe le plus, évidemment, c'est mon enseignement. Maintenant, je vais passer à ma présentation. J'espère que j'aurai un petit signal pour me dire que tout se passe bien, que vous voyez bien ma présentation. Voilà. En plein écran. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Allô, allô? Est-ce que quelqu'un peut me parler pour me donner... Ça passe bien à l'écran, monsieur. Merci. Ça va très bien. Donc, voilà, le sujet de la dissertation qui m'a été donné, c'est l'enseignement hybride. J'ai rajouté un sous-titre un peu en clin d'œil, l'enseignement hybride pour un apprentissage qui le deviendra tout autant, formation toute la vie durant oblige. Alors, pour ceux qui sont intéressés, le diaporama de cette présentation est disponible. Vous verrez sur Média généralement deux liens comme ça, comme celui qui est en bas
à droite, rouge, qui commence toujours par http://bit.ly/, avec derrière quelques lettres, quelques mots qui précisent le sujet. Ça vous permettra d'avoir des compléments, des développements par rapport à cette présentation. Voici le fil conducteur, le plan de cet exposé. Ma première partie, enseignement hybride, enseignement. Je parlerai tout d'abord d'enseigner et d'apprendre, en particulier avec peut-être qu'est-ce qui change à l'ère numérique, c'est-à-dire aujourd'hui, nous y sommes. Certains n'aiment pas trop que l'on parle de pédagogie numérique, d'école numérique. Tout ça me laisse assez froid. Nous sommes actuellement dans l'ère numérique. Notre société est devenue numérique. La manière dont nous travaillons, dont nous échangeons, dont nous prenons nos loisirs sont fortement marqués par le numérique. Évidemment, je terminerai par la question de méthode, comme vous le savez, mais quel est donc ce chemin, ce cheminement de la racine grecque, donc du mot méthode, méta-odos, c'est-à-dire la supervision finalement du cheminement de l'apprentissage. Dans une deuxième partie, je m'orienterai vers l'hybridation, les dispositifs hybrides. Je vous parlerai de la recherche ASUP, je vous parlerai de la classe inversée. La classe inversée a un phénomène quelque part, un phénomène d'émergence qui est apparu il y a une toute petite dizaine d'années en francophonie en tout cas. J'essaierai de lui donner du sens. À rechercher la cohérence, quelles compétences nous voulons, quel est le rôle des outils, et finalement je terminerai par les classes inversées, non pas la classe inversée, un vocable assez normatif pour étendre, si vous voulez, le concept, et je terminerai par synthèse et conclusion. Première partie, enseigner et apprendre aujourd'hui, je vous parlerai directement du concept d'inversion, de ce changement à la fois de nos rapports au savoir, aux autres, changement que j'inscris dans une conception assez large, si vous voulez, d'innovation, dont vous parlera d'ici quelque temps, je pense, Philippe Parmentier, à moins que ce ne soit déjà fait. Plantons tout d'abord le décor. Qu'entend-on par un monde connecté? Je ne sais pas si je dois vous montrer les diapos qui vont suivre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez évident, nous sommes de plus en plus connectés. Comprenez-moi bien, je ne fais pas l'apologie de cette connexion à tout moment, partout, tout le temps. Je le constate en espérant la sagesse des humains de retrouver aussi des temps et des moments de déconnexion. Alors, comment ces choses-là ont commencé? On peut écrire beaucoup d'histoires. Il est peut-être trop tôt d'écrire l'histoire, mais c'est dès 96 qu'est apparu le web, cette toile d'araignée reliant des informations. Et en 96, il y avait quelques personnes, qui étaient capables de déposer du contenu sur la toile de manière à rendre ce contenu accessible. Quelques personnes, parce que les plus anciens s'en souviendront, il fallait connaître le HTML, le HTTP, toutes sortes de codes et de logiciels sibyllins pour pouvoir déposer finalement des contenus sur la toile. Alors, je vous ai mis ici le cliché d'un hebdomadaire que l'on trouve en Belgique, le Vif l'Express, pour vous dire que là aussi, finalement, quelques-uns, les journalistes, sont capables de proposer du contenu à la multitude. Donc, finalement, on assiste à une extension, mais pas vraiment un grand changement en profondeur. Sauf que
Évidemment, les développements allaient suivre 10 ans plus tard. En 2006, jusqu'à maintenant, le web se transformait. Le web devenait convivial, devenait plus facile. Presque tout le monde, à l'heure actuelle, peut publier sur la toile à l'intention des autres. Ça, pour moi, c'est vraiment une inversion importante. Nous devenons tous davantage auteurs, acteurs, journalistes, etc. Et la presse, si vous voulez, l'imprimerie, ne s'est pas trompée en ayant, si vous voulez, un frère jumeau à l'hebdomadaire papier, les sites web que vous connaissez, et vous voyez en bas du site Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, etc., qui permet évidemment à monsieur tout le monde, aux citoyens, si vous voulez, d'échanger avec le journaliste, mais aussi avec les autres sur ses propos. Est-ce que vous voyez dans ce schéma une transformation qui est déjà opérée finalement entre celui qui sait et qui transmet son savoir vers un autre type de société où chacun devient finalement auteur et acteur. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est très bien et tout. Il y a des grosses difficultés, évidemment, à rendre ouvert cette publication par, entre guillemets, n'importe qui. Il y a là, évidemment, une question d'école, d'éducation, de formation. Tout va très vite, n'est-ce pas? Vous voyez en quelques 10 ans ou 20 ans cette transformation profonde et l'école qui peine encore à suivre. Et quand je dis l'école, je n'ose dire l'université. Cette transformation, elle a commencé, vous le savez bien, il y a des millénaires, on parle de 200 générations humaines. Ensuite, l'imprimerie, il y a quelques siècles, une vingtaine de générations humaines. Et finalement, aujourd'hui, en 60 secondes, vous avez, mais rendez-vous compte, en 1 minute, 400 heures de vidéos qui sont déposées sur YouTube. Comment l'humain fera-t-il pour regarder tout ça? Mais évidemment, il ne doit pas regarder tout ça. Ce sont des savoirs qui sont à sa disposition. Et de nouveau, c'est à son intelligence, à sa manière de relier les savoirs finalement, qu'il devra faire appel. Qu'est-ce qui change donc? Alors ici, je me permets un petit clin d'œil sur cette évolution des idées que nous connaissons depuis des siècles en tout cas, et je vais essayer de vous montrer combien cette évolution des idées est quelque part isomorphe avec certaines idées que nous avons de la pédagogie. C'est ma façon à moi de relier mon statut, si vous voulez, ma fonction, ma profession aussi, de scientifique des sciences exactes à d'autres idées plus humaines. Je pense très fort qu'il nous faudra passer de cette conception outil à cette conception homme, si vous voulez, avec un grand H, à cette conception de l'humanité que certains appellent déjà, comme Milad Douéhi par exemple, l'humanité numérique. Rappelez-vous, il y a quelques siècles d'ici, le progrès des sciences exactes, je cite ici Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace est le fameux déterminisme. Donnez-moi la position d'une planète et ses paramètres à un instant donné et je vous dirai avec certitude où elle se trouvera un mois, un an plus tard, etc., etc. Nous avons donc cette cause et cet effet qui nous marque et qui nous a permis d'ailleurs de grands progrès des sciences. Oui, mais un peu plus tard, Henri Poincaré nous parle d'un effet que vous connaissez bien, ne fût-ce que par la chanson, l'effet papillon. C'est-à-dire, il dit à notre collègue Laplace, oui, mais faites attention, parce que si nous avons une petite méconnaissance
sur les conditions initiales de l'objet que nous observons, de l'objet ou finalement de l'être humain peut-être, eh bien cela peut conduire à des grands effets, à de grosses différences. Et finalement, bien plus tard, au XXe siècle, il y a Prigogine qui nous dit, mais n'ayez pas peur des incertitudes, n'ayez pas peur du désordre. Parfois, ce désordre lui-même est générateur, si vous voulez, d'ordre, de connaissances structurées. Vous me direz, mais quel rapport avec la pédagogie? Ben, regardons un petit peu. Au début, on parle d'enseignement, de formation. On parle de behaviorisme. Comment on va changer le comportement? Ben ici, le comportement des élèves. Les verbes importants, c'est mémoriser, comprendre et appliquer. Je te donne la formule et tu me montres si tu peux l'appliquer. Un peu plus tard, on se rend compte, et vous vous en rendez compte, beaucoup d'enseignants sont sans doute parmi vous, que les élèves, ils ne se ressemblent pas tous. Ce ne sont pas des particules élémentaires. Ils ont des connaissances d'a priori, ils ont des connaissances antérieures, des déjà là, etc. Et tout ce que le maître peut faire, c'est finalement accompagner cet apprentissage qui se fait donc dans la collaboration, dans des optiques que l'on appelle socio-constructivistes, avec des verbes comme travailler en équipe, en projet, communiquer. Et finalement, beaucoup plus récents, des personnes comme Brunner, comme Georges Siemens également, nous disent que, mais oui, on peut généraliser, on peut continuer à apprendre en interagissant les uns les autres. Et les réseaux vont sans doute nous aider, à condition que l'école nous y prépare. Et les verbes seront créés, modélisés, validés, gérer le désordre, etc. Ici aussi, voyez-vous, j'assiste en quelques siècles, bien sûr, dans cette histoire, à une nette évolution, à une visée, si vous voulez, centrée sur l'enseignant qui sait et qui doit transmettre, et c'est bien normal, à une autre, complémentaire peut-être, qui est celle finalement de l'apprentissage que l'on ne peut faire à la place de l'apprenant et que l'on peut tout simplement accompagner. La finalité, en effet, de mon propos et la finalité de notre métier d'enseignement, ce n'est pas d'enseigner, ce n'est pas de transmettre. Parce que si c'était ça la finalité, mesdames, messieurs, chers enseignants, j'ai la triste nouvelle à vous apprendre que vous êtes déjà remplacés. Si le métier d'enseignant consiste uniquement, j'insiste, uniquement à transmettre, mais les médias, les multimédias, l'Internet, etc., transmettent tout aussi bien. Et on le voit, il y a un pas significatif à entreprendre entre cet enseigner et cet apprendre. Alors je vous dirais, vous qui êtes en lettres, vous me compléterez, vous me direz, mais je pense que nous, les francophones, nous ne sommes pas vraiment gâtés avec ces deux vocables, enseigner et apprendre. En français, ces deux mots, enseigner et apprendre, signifient pratiquement la même chose. Je peux apprendre quelque chose à quelqu'un. Je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre la notion de classe inversée, etc., etc. En anglais, to learn someone something, apprendre quelque chose à quelqu'un, est déclaré par le Oxford Dictionary comme étant de l'argot ou le fait de personnes mal éduquées. En anglais, et en espagnol aussi finalement, la séparation conceptuelle entre les verbes enseigner et apprendre est nettement plus forte qu'en français. Apprendre, ça signifie malgré tout des tas de choses différentes. Des tas de choses différentes dont l'acteur est toujours l'étudiant qui va devoir, de temps en temps écouter le professeur, qui va devoir mémoriser, qui va devoir comprendre, qui va devoir, dans un autre registre, modifier ses représentations,
trouver du sens, qui va devoir agir, interagir avec les autres et finalement qui va se développer personnellement et améliorer sa qualité de vie. Vous le voyez, le vocable apprendre signifie évidemment beaucoup de choses qui ne sont pas, selon moi, et évidemment, accessibles par le seul enseignement. Pour résumer, j'adore cette phrase un peu contradictoire de Philippe Carré dans son livre L'apprenance paru chez Duno. On apprend toujours tout seul, on apprend en soi. Finalement, j'ai envie de vous dire, on n'apprend pas en ligne, on n'apprend pas en groupe, on apprend en soi, on prend pour soi. On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Et voilà finalement cette maxime qui va fortement marquer le suite de mon exposé. Alors ça, on le sait depuis longtemps, que l'environnement, les stimulations externes modifient nos sens, notre réflexion, nos émotions, et cela depuis bien longtemps. On constate finalement que l'effet de la lecture sur les livres, sur des livres comme nous lisons, des romans, des livres scientifiques, peu importe, et finalement, la lecture sur le web procède de fonctions, de facultés différentes au niveau de notre cerveau. Quand nous lisons un livre, après la page 37, ce sera la page 38 et puis la 39. Lorsque nous regardons une page web, les scientifiques ont observé que, curieusement par rapport au livre, d'autres sections de notre cerveau s'activaient. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit des pages web, l'expert, pas ceux qui lisent une page web comme ils liraient un roman, bien sûr, mais les experts de la recherche sur le web, ils scannent véritablement la page en recherchant dans la page quelle est l'information qui va me conduire le plus rapidement possible à ce que je cherche. Et donc, on voit plutôt qu'une approche linéaire comme le livre, la lecture sur le web favorise ce qu'on pourrait appeler la démarche hypothético-déductive. Et l'enseignement, finalement, par rapport à ce que je vous ai dit sur l'apprentissage, enseigner, c'est aussi transmettre, évidemment, c'est faire passer des savoirs, mais c'est aussi gérer des interactions. Et finalement, c'est accompagner l'apprentissage et favoriser des changements de conception. Quand on regarde un peu l'histoire du concept d'enseignement, on voit qu'il se transforme ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, d'une vision contenue, transmettre des contenus, vers une vision dispositif. Qu'est-ce que je vais mettre autour de mes apprenants pour qu'ils apprennent? A finalement une vision apprenant, non pas qu'est-ce que je vais faire pour mes apprenants, mais qu'est-ce que mes apprenants vont faire lors de mon cours, lors de mon TP, etc., etc. Alors évidemment, tout cela est accompagné par, et on ne s'en rend pas bien compte, on me parle toujours du web. Mais si on regarde simplement les revues, j'ai pris ici un exemple de Science et Vie. Vous voyez le Science et Vie à votre gauche de 79. Vous voyez beaucoup de textes, des colonnes, de temps en temps une image avec un texte en dessous qui explique l'image. Si vous regardez 30 ans plus tard, vous voyez, on retrouve les colonnes, on retrouve des interstices et on voit que les images sont séparées et même que de temps en temps, le texte rentre dans l'image. Et vous regardez un des derniers, on est en 2012, vous voyez que le texte est encore réduit et il passe directement dans l'image. Mais vous vous rendez compte de la difficulté? Est-ce que nous allons lire d'abord le texte qui est en dessous, d'abord le texte qui est au-dessus, d'abord regarder les images, rechercher dans le texte explication? On se rend compte que par rapport à certaines linéarités, souvenez-vous de Laplace, nous sommes maintenant, oui,
tout à fait obligés d'apprendre à nos élèves, d'apprendre à nous-mêmes tout d'abord, à gérer certains éléments de désordre. Vous me direz, oui, vous nous parlez de la difficulté, de ce qu'on devrait faire, de vers où on va selon vous, évidemment, mais on fait comment pour accompagner les élèves? Alors, je vous livre une deuxième ou troisième, je ne sais plus, phrase qui m'inspire beaucoup. C'est cette définition de la formation ou de l'enseignement, peu importe, qui vient d'un livre de Brown et Atkins qui nous dit que enseigner, former, c'est donner au futur formé, c'est mettre à la disposition de l'apprenant des occasions où il puisse apprendre, point. C'est ça finalement. Alors que vous me disiez que l'occasion où il va apprendre, c'est un bon cours transmissif, que je suis en train de faire maintenant d'ailleurs, ou bien que c'est finalement partir d'une situation problème, partir d'un exposé des étudiants eux-mêmes, etc. Tout ça, ce sont des occasions dans lesquelles l'étudiant va apprendre. C'est une pensée que l'on attribue parfois à Albert Einstein, de nouveau un clin d'œil d'un physicien, et finalement, ce n'est pas loin des idées de Michel Serres, hein, dans Petite Poussette, par exemple, qui met quand même fortement à mal la transmission. Mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre? Le savoir. Mais voilà, c'est fait, c'est déjà fait. Je me souviens de cette citation qui se trouve sur les murs de la bibliothèque de l'École centrale de Lyon, où Michel Serres toujours nous dit « Il faut fréquenter les bibliothèques ». Les bibliothèques sont des lieux formidables dans lesquels tout le savoir est là, accessible. Mais il termine en disant « Mais il faut savoir quitter les bibliothèques, sinon vous n'écrirez jamais que des livres sur des livres. » Voilà un petit peu des éléments de pensée qui nous permettent d'un peu cerner cette notion de dispositif. Alors, pour aider mes étudiants et ceux qui m'écoutent parfois, j'ai essayé de proposer un modèle d'apprentissage, un modèle que j'ai appelé pragmatique. Cela veut dire ce n'est pas un modèle neuroscientifique de la manière par laquelle un individu apprend, non, c'est un modèle pragmatique qui rassemble certains facteurs qui sont tout autant des facteurs d'attention pour construire justement un cours, une leçon, un dispositif pédagogique. Apprendre est au cœur, former est autour, donner aux apprenants des occasions d'apprendre, et le modèle pragmatique serait quelque part entre cet apprenant qui devra finalement bien apprendre et nous, son enseignant, qui devra lui donner ces occasions d'apprendre. Alors, évidemment, ce modèle est inspiré d'une belle panoplie de penseurs. Si le but de l'éducation est essentiellement de former des esprits créateurs, capables de novation, capables d'invention, ça n'est pas tant à la mémoire qu'on fera appel, c'est avant tout à l'intelligence sous ses différentes formes, et en particulier aux créations de structures de l'intelligence, des structures opératoires de l'intelligence que vous connaissez bien par nos travaux antérieurs. Donc voilà, vous venez d'écouter Jean Piaget qui nous a parlé finalement de cette différence entre les savoirs, hein, si vous voulez, ces savoirs formalisés disponibles dans les bibliothèques et ces connaissances qu'il faudra mettre en contact, en connexion avec des éléments de contexte, faire des liens donc interliguer, c'est-à-dire devenir plus intelligent. Alors, le modèle que je vous propose comme grille de lecture est un modèle que j'ai développé il y a peut-être bien une vingtaine d'années à partir de différentes lectures que j'ai faites au travers de tous ces pédagogues. Et vous reconnaissez Socrate, vous reconnaissez peut-être
Ibn Khaldun, le père de la sociologie, Montaigne, Pavlov, Bandura, Piaget, Viau, Siemens, etc. J'ai épinglé 5 facteurs. Alors, j'ai envie de vous dire que vous soyez dans un cours en amphi, dans un cours en ligne, que vous prépariez un MOOC, que vous prépariez un dispositif en classe inversée, ces 5 facteurs sont des facteurs à observer pour, quelque part, qualifier, au sens qualificatif du mot, qualitatif du mot, pour qualifier, si vous voulez, un dispositif pédagogique. Les 3 premiers facteurs, c'est information, activité et production. Alors, information, ce sont les ressources à disposition dans l'environnement. Ce n'est pas seulement les informations au sens habituel du mot, c'est ce que vous allez apporter aux étudiants, par exemple dans un cours ex cathedra, comme on l'appelle, mais c'est aussi les ressources qui viennent du contexte ou que les étudiants vont vous amener vous-même, qui proviennent, par exemple, d'apprentissage antérieur. Ces informations sont manipulées au travers d'activités. L'activité, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est centrale dans le concept d'apprentissage. C'est l'apprenant qui, au travers de son activité, va construire. Et finalement, les productions, c'est-à-dire les signes qu'un apprentissage a eu lieu. On peut l'associer au chef-d'œuvre du Moyen-Âge, au travail que l'élève ou l'étudiant va faire pour certifier son année, aux réponses qu'il va donner à un examen ou à un exercice, peu importe. Ces 3 facteurs, input, entrée, processus, et output, les éléments de sortie, sont entraînés par des éléments relatifs à la motivation, et je ne peux vous faire aujourd'hui, là maintenant, une formation sur la motivation, mais sachez que des personnes comme Viau ont montré que la motivation provient, par exemple, du caractère contextualisé des savoirs. Est-ce que ça fait du sens? D'où viennent ces savoirs, etc. Aux valeurs des tâches qui sont confiées aux apprenants, aux compétences qui sont déployées, etc., etc. L'autre facteur, l'interaction avec le professeur, bien sûr, l'interaction des élèves avec les autres élèves, l'interaction qui contient aussi l'évaluation. L'évaluation, ben, c'est une forme d'interaction par rapport aux activités et aux productions, activités qui sont finalement produites ou proposées par les étudiants eux-mêmes. Vous trouverez beaucoup de développement sur mon blog, je donnerai les références tout à l'heure, vous en avez déjà 2 ici en bas. Mais sachez par exemple que cette définition m'a permis dans un article que vous trouverez là, de définir ce qu'on appelle les méthodes actives. On me parle souvent des méthodes actives, je vous mets un peu au défi de trouver finalement une définition. De nouveau, grâce au modèle, elles sont ancrées dans un contexte actuel et qui fait du sens. Souvenez-vous, les paramètres de motivation. Elles offrent un large éventail de ressources, pas seulement les notes du professeur, mais un large éventail. Elles mobilisent des compétences de haut niveau, analyse, synthèse, esprit critique. Elles s'appuient sur des interactions entre les différents partenaires et elles conduisent à la production de quelque chose. Des nouvelles connaissances, des compétences, un projet, la solution d'un problème, un rapport, un objet technique, etc. Vous trouvez ici les bases, si vous voulez, de ce qu'on appelle les approches par problème. Attention, vous allez me dire, mais votre thème, l'hybridation. L'hybridation, c'est aussi ce qui relie les savoirs qui sont véhiculés dans l'école, dans l'université, dans l'amphi, et les savoirs qui appartiennent à la société. Il y a là des formes d'hybridation, de transparence, si vous voulez, entre ces différents types de savoirs, de ressources, d'informations. Esprit critique, analyse, les tâches, les projets, le chef-d'œuvre, voilà un modèle finalement qui vous permet de relier pas mal d'informations.
Après ces prolegomènes, comme dirait une Khaldoun, ben, nous allons passer aux environnements d'apprentissage, aux dispositifs et évidemment au thème de ma leçon, si vous voulez, les dispositifs hybrides. Alors, je vous laisserai lire les notions de dispositif. C'est pour vous dire que finalement, le mot dispositif, il est polysémique. Hein. Un attrape-souris, ben, c'est un dispositif qui permet d'attraper des souris. Le plan de la bataille de Waterloo, ben, c'est un dispositif qui devrait permettre aux généraux de l'emporter sur les autres. Dispositif, comment voulez-vous définir une notion pareille? Ben, de nouveau, grâce à mon petit modèle, j'ai proposé dans un livre paru il y a quelques années chez Debook cette définition: un ensemble cohérent constitué de ressources, informations, de stratégies, motivation, de méthodes, les activités, d'acteurs, les interactions, agissant dans un contexte donné pour atteindre un but, les productions. Voilà donc ce que je vous propose comme dispositif avant d'aller vers les dispositifs hybrides. Voilà, autour de ce modèle pragmatique d'apprentissage, différents éléments qui me permettent d'être indissociable finalement avec la notion de dispositif. Allons-y, les dispositifs hybrides. Alors, avant de commencer, je vous parlerai d'une recherche. Alors, c'est une recherche européenne. Je ne sais pas si certains en avaient entendu parler, même si on dit oui, vous savez, ce sont les Anglais, les Américains et tout, oui, ils sont pas comme nous, mais on préfère parfois la littérature anglo-saxonne à la littérature européenne. Et j'ai voulu vous dire simplement qu'il y avait une littérature importante européenne, en particulier cette recherche où il y a eu des Français, des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois, etc., qui ont travaillé ensemble sur la notion de dispositif hybride. Alors, je ne peux pas vous raconter une recherche de 3 ans, si vous voulez, en quelques moments. Vous aurez des références, une revue entière a été consacrée à cela. Mais on a vu que les dispositifs pédagogiques que les enseignants nous racontaient, on a environ étudié 250, 300 dispositifs venant de Belgique, de France, de Suisse, etc. Et on a vu que il y avait des ressemblances, il y avait des différences, et que ces différences, ces ressemblances, c'était par exemple la participation active en présence ou à distance. Est-ce que les ressources étaient sous la forme de multimédia? Est-ce que les travaux que les étudiants devaient remettre, sous quelle forme étaient-ils? Y avait-il des outils? Oui, on parle des plateformes, mais les plateformes actuellement dans toutes les universités que je connaisse, elles servent surtout à transmettre de nouveau des ressources, des PDF, etc. Mais utilisez-vous des outils synchrones, comme celui que j'utilise maintenant, qui permettent finalement de communiquer, de dialoguer, éventuellement tout à l'heure d'interagir, les types d'objectifs, l'accompagnement, comment se fait-il? Comment se fait-il en présence, mais comment se fait-il à distance? Comment accompagne-t-on l'apprenant à distance? Est-ce que c'est le professeur qui doit faire tout cet accompagnement ou alors peut-il compter sur l'équipe en demandant aux étudiants d'accompagner les étudiants? Ils sont finalement beaucoup plus nombreux que vous. Le type de choix pédagogique, le rôle des acteurs, etc. Toutes ces dimensions nous ont permis de clarifier, de proposer 6 types de dispositifs différents. Je vais les passer en revue. Le premier dispositif, il ressemblait très fort à la scène. Vous voyez ce que je veux dire, le professeur sur l'estrade, le cours ex cathedra, la transmission et finalement, que ce soit une transmission en présence ou à distance, peu me chaud au niveau de l'apprentissage des étudiants. Le deuxième, l'écran.
la transmission est accompagnée de vidéos, d'images, d'interventions. Vous avez vu tout à l'heure Jean Piaget qui vous a parlé, etc., etc. Et finalement, le cockpit logique, troisième type de dispositif, généralement des plateformes sur lesquelles sont proposées de manière structurée toutes sortes de dispositifs. Ces trois dispositifs, ce sont des configurations centrées enseignement. C'est l'enseignant qui est le maître du jeu. Les participations actives des étudiants sont peu fréquentes. Ce sont les contenus qui déterminent, peu de scénarisation des activités distantes. Trois autres dispositifs. L'équipage. Le professeur joue le rôle d'animateur, de skipper, de coach. Il dit à l'apprenant ce qu'il doit faire pour atteindre les tâches. Il l'accompagne finalement. Le métro. On est là proche de formes autonomes d'apprentissage, mais avec des chemins d'apprentissage tout à fait élaborés, avec des étapes. Et si tu as répondu X à la question 3, tu vas à tel endroit, sinon tu vas à la question 5, etc., etc. Et finalement, l'écosystème. L'écosystème, c'est le système pédagogique dans lequel il y a un peu de tout. Il y a de la participation active, il y a des interactions, il y a des présentations par les étudiants eux-mêmes, il y a des pédagogies actives, que sais-je. Ces configurations sont centrées apprenant. Qu'est-ce que l'apprenant va faire? Même à distance, on va scénariser les activités à distance. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez les 6 types là en bas. Du type 1, souvenez-vous, la scène, type 2, l'écran, type 4, l'équipage, type 6, l'écosystème. Ceux qui sont plutôt orientés à enseigner, ceux qui sont plutôt orientés à apprendre. Et en fonction de ces dispositifs tels qu'ils nous avaient été décrits par les enseignants, nous avons interrogé leurs étudiants pour les interroger sur leur motivation, sur le caractère aidant des ressources, sur les types d'activités, sur les interactions. Mesdames, messieurs, regardez bien ce dessin, il n'y a pas photo. Les pédagogies actives de type 4, 5, 6 activent davantage, apportent des valeurs ajoutées au niveau apprentissage, davantage que les méthodes de type enseigné. Tout dépend évidemment des compétences que l'on va poursuivre. Je vais très vite sur le sujet, la classe inversée. Simplement pour vous dire que la classe inversée, c'est pas une histoire des sciences de l'éducation, ce n'est pas une histoire qui vient de la faculté, de tel pouvoir politique, ce sont des enseignants dans le secondaire qui ont décidé de faire autrement, c'est-à-dire de réduire au maximum la partie transmissive de leur enseignement, de ne pas utiliser ce moment de rencontre qui est le cours pour faire de la transmission, rendant cela possible par les vidéos, etc., etc., et utilisant le moment de rencontre, le cours, l'espace-temps de la rencontre pour des activités d'apprentissage. J'en avais parlé en 2012 dans une vidéo qui annonçait finalement à la francophonie, hein, c'est le début 2012 de la classe inversée en France, en Belgique, etc. J'en parlais avec un collègue de Lyon, Christophe Battier. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'hybridation qui joue en plein. Vous savez, l'histoire de l'école, la voici au Moyen-Âge, le cours ex cathedra. La voici 6 siècles plus tard, rien n'a changé. Et voici tout à coup, il y a une quinzaine d'années, des professeurs qui décident de mettre sur Internet leur cours permettant aux étudiants, vous voyez le bouton qui est là, le bouton qui est pause,
d'arrêter, éventuellement de retourner en arrière, d'avancer, de revoir avant l'examen, etc., le cours. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? La possibilité d'une hybridation présence-distance, celle-là on la connaît bien, mais également une hybridation entre l'enseigner et l'apprendre, en jouant évidemment sur les espaces et les temps de l'enseignement, de l'école, etc., etc. La classe inversée, comment se comporte-t-elle avec l'enseignement traditionnel? Dans l'enseignement dit traditionnel, l'enseignement se fait en présence. Vous avez cours à telle heure, à tel endroit. L'apprentissage est généralement à distance. L'étudiant, l'élève, se retrouve seul pour faire ses devoirs, ou alors il se retrouve seul au moment de préparer les examens en se disant « mon Dieu, comment je vais apprendre tout ça ?» L'idée de la classe inversée, c'est de transporter une partie de cet enseignement présentiel à distance de manière à, c'est l'objectif, c'est l'intention, utiliser les moments libérés en présence pour faire des interactions, des activités, des projets, etc. J'avais dit, les leçons à la maison, les devoirs en classe, voici le slogan de la classe inversée. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire, oui, ok, vous nous dites qu'il y a des enseignants, ils ont décidé de faire ça, ça a même eu du succès. En France, vous avez l'association Inversons la classe, qui réunit chaque année 1 millier d'enseignants dans des colloques où ils échangent leurs pratiques, etc., etc. On est vraiment dans un mouvement d'émergence. Souvenez-vous du Web 2, de cette émergence finalement rendue possible par le numérique. La cohérence. L'alignement constructif de John Biggs. Il nous dit des choses tellement banales. Dans un dispositif, il est important d'aligner les objectifs, les méthodes et l'évaluation. La plupart des enseignants me disent « Ah oui, je veux développer l'esprit critique de mes étudiants, c'est l'objectif. » Et là-dessus, au niveau méthode, il nous faut des cours magistraux. Je pense qu'il y a là une certaine forme d'incohérence et je n'ose parler de l'évaluation. Je rajoutais à objectif, méthode, évaluation, la présence des outils qu'il ne faut pas utiliser pour faire n'importe quoi, pour faire joli, pour faire le slogan, tableau blanc interactif dans les classes. Non. Quelle est la valeur ajoutée, quelle est l'efficacité, la pertinence, la notion de validité sont évidemment des notions qui doivent nous interpeller. Alors les objectifs, je vais aller assez vite. Mais encore une fois, j'assiste à des changements énormes. En 90, quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, on me disait l'objectif c'est facile. Tu commences par l'étudiant sera capable de, tu mets un verbe et un substantif, l'étudiant sera capable de synthétiser, de résumer une œuvre, un roman de Mauriac. Voilà, tu as un objectif, c'est fait. On parle de capacité, l'étudiant sera capable de. En 2000, 10 ans plus tard, on nous parlait des compétences. Oui, il y a les savoirs et les savoir-faire, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça fonctionne dans des contextes donnés, la notion de compétence. Et depuis 2010, je ne sais pas si vous savez, on nous parle des learning outcomes, les acquis d'apprentissage, ce que l'étudiant sait, connaît, comprend, est capable de faire, mais c'est à lui que revient le devoir, si vous voulez, de démontrer cette compétence. Autrement dit, à l'examen, c'est plus tellement le prof qui pose des questions, c'est plutôt l'apprenant qui vient avec un projet, une étude, un travail, et qui dit « Voilà, monsieur, madame le professeur, ce que j'ai fait avec votre cours ». Cette capacité à la démonstration du talent, des compétences que l'on a développées, est évidemment quelque chose de central. Je vais passer rapidement, mais vous irez la voir si ça vous intéresse, la manière dont Michel Serres, avec Bernard Stiegler, qui
travaille, je vais dire, la sociologie autour du numérique, ben, parle de ces changements qui sont induits par le numérique. Michel Serres disant on n'a pas le cerveau vide parce qu'on mémorise moins, on note les choses sur son smartphone, il dit on a le cerveau plus libre. On est capable de faire d'autres choses. Encore faut-il qu'on nous en donne l'occasion. Les compétences dont je parle, on appelle parfois les compétences du XXIe siècle, esprit critique, créativité, responsabilité sociale, communication, apprentissage tout au long de la vie, collaboration, etc., deviennent actuellement centrales. Vous me direz, mais où sont les savoirs? Ils sont là, mais ils sont en périphérie. Ils sont en périphérie parce qu'ils sont externalisés. Ils sont rendus disponibles. Encore une fois, dans cette image, le rôle de l'enseignant, c'est de créer des dispositifs dans lesquels l'étudiant va apprendre et va convoquer, si vous voulez, sa capacité à aller chercher des ressources, des savoirs qui sont externalisés. Il y a 30 ans d'ici, savez-vous, les savoirs étaient au centre dans les programmes et les compétences étaient périphériques. C'était finalement un side product, un produit secondaire. À l'heure actuelle, encore une inversion. Les compétences sont au centre et les savoirs sont devenus périphériques. On trouve ça dans différentes publications. On les appelle les compétences tout au long de la vie. Hein. Vous connaissez ça. On trouve l'esprit critique, la créativité, la résolution de problèmes, la gestion des émotions aussi. Hein. N'oubliez pas, ce numérique, ce n'est pas qu'une question d'outils. C'est peut-être retrouver cette part d'humanité que certains savoirs ont estompée. Pour moi, c'est mon credo. Le numérique a cette potentialité de faire redécouvrir l'humain. En serons-nous capables? Si tout cela vous intéresse, ben, vous irez lire les théories de George Siemens, qui nous parle finalement, vous voyez, c'est un pédagogue, mais récent, 2007, qui nous parle finalement de cette société qui change, dans laquelle le numérique laisse son empreinte, dont nos façons, si on veut, d'aborder le réel, d'aborder le rapport aux autres, sont en train de changer. Vous irez lire peut-être ce lien que je vous donne sur le connectivisme. Les outils. Je vais aller assez vite pour la question des outils. Vous savez, on me donne la réputation d'un expert en numérique. Si vous saviez combien ces débats avec les outils me fatiguent. On sait très bien, depuis le bon vieux Socrate et son pharmacone, que toutes les inventions des hommes, que ce soit l'écriture, l'imprimerie, le numérique maintenant, sont à la fois et en même temps des remèdes et des poisons. Telle est la notion de pharmacone qui était déjà introduite par Socrate à propos de l'écriture. Alors, bon Dieu, à l'heure actuelle, que ce soit les tablettes, les plateformes, etc., les vidéos éducatives, je ne sais ce qu'on va m'inventer, ce sera la même chose. Il n'y a pas d'effet magique de cette technologie qui va tout à coup changer l'apprentissage. La technologie nous donne l'occasion de changer l'apprentissage, mais c'est à nous de le faire. Évidemment, Jobs, l'ancien patron d'Apple, continue à vous dire qu'avec la tablette, le savoir est au bout de vos doigts. Et pourtant, les différentes recherches, ici je vous donne une référence de l'OCDE, montrent que généralement, quand on compare des classes avec et sans numérique, etc., il n'y a pas vraiment de grosses variations entre les classes traditionnelles et les classes dans lesquelles on utilise de nouveaux outils, voire de nouvelles méthodes. La raison pour moi, elle est triple. C'est que bien souvent, on utilise de nouveaux outils, certes, mais pour faire la même chose qu'avant.
Autrement dit, on me met une plateforme Moodle ou Claroline, on me dépose des PDF dessus et on fait des recherches pour voir si ça va améliorer l'apprentissage. Ne perdez pas votre temps. Ensuite, quand on le fait plus sérieusement, on propose le même test aux étudiants qui ont eu ou qui n'ont pas eu les technologies ou les outils. Mais ces tests sont généralement des QCM. Ces QCM permettent de mesurer des savoirs. Ah oui, on ne sait pas mesurer des savoir-être, des propensions au projet, je ne sais pas, de l'esprit d'équipe, de la communication au travers de tests. Et on voit que, au travers de ces tests, les résultats ne sont pas très différents. Mais c'est heureux, il n'y a pas de perte. Mais malheureusement, ce qui est le potentiel du numérique, c'est-à-dire de développer les compétences transversales, n'est pas accessible à des résultats des tests. Et finalement, forme-t-on vraiment les élèves à ces savoirs, à ces compétences-là? Est-ce que l'on pense que l'esprit critique, le travail de groupe, la communication, ce sont des choses qui vont venir de l'air du temps, de la pression atmosphérique, que sais-je? Ben non, ça demande une éducation à part entière. Sinon, la fossilisation des pratiques vous guette. On fait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils et on trouve que ça marche moins bien, voire que ça ne marche pas mieux en tout cas. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, il y a 30 ans, dans un livre et dans un dessin qu'un dessinateur m'avait fait pour montrer cette fossilisation des pratiques. Pourquoi? Parce que le rapport entre les technologies et la pédagogie est un rapport systémique. Les technologies peuvent, au niveau des intentions, peuvent contribuer au développement pédagogique. Mais si on se contente de mettre les technologies dans la pédagogie, on ne va pas voir beaucoup de différences. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'avant, la pédagogie change, que les pédagogies changent pour accueillir les effets pédagogiques, les effets ajoutés de la technologie. Il faut que la pédagogie soit accueillante à ces modifications, se transforme pour pouvoir voir ces différents effets. Alors finalement, par rapport à tout cela, nous allons parler, ce sera la fin, des méthodes, des dispositifs. Tout d'abord, je vous montre que mon petit modèle IMAIP, information, motivation, activité, interaction, production, est tout à fait compatible avec cette idée d'objectif. Souvenez-vous, les savoirs, les objectifs, l'étudiant est capable de, il sait, il comprend, avec les compétences, ce qu'il est capable de faire, et finalement les productions qui ont le potentiel de la démonstration de la compétence atteinte. Les classes inversées, vous remarquez que je suis passé de la classe inversée aux classes inversées. Ce n'est pas qu'une coquetterie finalement. Je me suis rendu compte en parlant avec les enseignants que bien souvent, quand je leur demandais ce qu'ils faisaient dans leur classe inversée, ils me disaient tout autre chose que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça m'a fait croire qu'il y avait un autre type de classe inversée, qui est largement reconnu dans la presse. On nous dit que la classe inversée ne se réduit pas seulement à mettre l'enseignement sous forme vidéo. Non, ce serait évidemment trop pauvre. Souvenez-vous de la classe inversée. Or, la classe, à distance de l'enseignant en tout cas, dans d'autres lieux, l'étudiant prend connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos. En classe, ce sont les applications, les exercices, les travaux, les dissertations, les exercices de communication. Dans le type 2, on retrouve la distance et la présence, mais d'une différente façon. À distance, avant le cours, avant la classe, les étudiants explorent les contextes sur différentes thématiques. Ils cherchent eux-mêmes des ressources. Ils préparent une présentation, une activité. En classe, c'est l'occasion de la communication par les différents groupes
et de faire des exercices d'analyse, de synthèse, de débat, de travaux de groupe. C'est l'ancienne dissertation qu'on nous faisait faire il y a déjà pas mal de temps. J'ai rencontré aussi d'autres possibilités que j'ai appelées le type 3. Alors regardez bien, je vais prendre les deux événements du type 2, explorer les contextes avant le cours, venir présenter ce qu'on a trouvé pendant le cours, et je les mets de cette façon-ci. Ensuite, je prends les événements de la classe inversée de type 1, étudier des vidéos, des textes et venir faire des exercices, et je les mets à nouveau là. Et j'obtiens une sorte de cycle, un moteur à 4 temps de l'apprentissage, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, regardez les inversions, les rapports au savoir. Vous partez des savoirs transmis en classe par le professeur. Dans la classe inversée, les savoirs du cours sont externalisés et accessibles sur Internet dans le cloud. Et finalement, dans le type 2, les savoirs sont récoltés par les étudiants eux-mêmes puisque les savoirs sont externalisés. Rapport au rôle. L'enseignant donne son cours dans une pédagogie traditionnelle. Les étudiants participent davantage aux échanges, aux applications, etc. Et finalement, dans le type 2, c'est les étudiants qui construisent eux-mêmes le cours. Ils font cours à leurs collègues en fonction de ce qu'ils ont trouvé dans les contextes. Vous retrouvez le type 1, le type 2 et finalement le type 3, qui est une sorte de mélange de tout ça. Alors, vous retrouvez aussi la classe inversée de type 1, les classes inversées de type 2, et si ça vous intéresse, vous irez écouter Jean-Charles Caillé de la Cato de Lille, qui lui vous parlera carrément des classes renversées. C'est très proche de ce qu'on appelle le cycle de Kolb, commencer l'apprentissage par une expérience concrète, un pré-apprentissage, le continuer par une observation réflexive d'analyse, arrive la conceptualisation, la théorisation et finalement l'expérimentation, les exercices. Vous avouerez que finalement, tout cela, c'est le modèle que je vous propose pour les classes inversées, qui est très proche finalement de ce que nous disaient ceux qui nous parlent des pédagogies actives, comme Jacques Tardif, contextualiser d'abord, donner du sens. À quoi ça sert, monsieur, le modèle, tu verras plus tard, n'a plus de mise au XXIe siècle. Donner du sens d'abord, théoriser, modéliser ensuite, appliquer, transférer, recontextualiser finalement. Au travers de tout ça, évidemment, je m'en rends bien compte, je mets monsieur Benjamin Bloom, la taxonomie de Bloom, qui nous disait il faut commencer par mémoriser, par comprendre, par appliquer, et ensuite plus tard, tu pourras analyser, évaluer, créer. Eh bien non, mesdames, messieurs, la classe inversée est davantage plus proche de la vie quotidienne. Elle démarre des contextes que l'on va analyser, les savoirs arrivent au secours et permettent de nouveaux développements, etc., etc. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. En conclusion, qu'est-ce que je vous ai dit? Que bien souvent, l'enseignement à distance, le e-learning, c'est une médiatisation des ressources. On transforme les cours en vidéo, etc. On parle beaucoup moins de la médiation des interactions, de finalement ce retour de la distance vers la présence qui permet de redévelopper l'interactivité dans les cours. Le premier mouvement, évidemment, que nous avons connu, vous l'avez connu en France avec les MOOC, c'est l'enseignement qui est mis à distance finalement. Le deuxième mouvement, c'est finalement la transformation des pédagogies en classe.
Et finalement, le troisième mouvement, ben, c'est cet apprentissage hybride qui se construit à la fois à partir des observations en présence et à distance. Finalement, ce que je préconise de nouveau, c'est une forme de systémique, l'une qui nous a conduit à la numérisation des ressources au travers de la tradition orale, l'imprimerie, les livres, le multimédia, les MOOC, et une autre de connectivisation des interactions. Tout ça, mesdames, messieurs, non pas pour faire joli, mais avec cette envie vraiment folle de redonner du sens à la présence. Un monde qui change, nous avons été fortement marqués par le rationalisme depuis les Lumières, mais peut-être avant également, par cette idée que les modèles, les théories pouvaient améliorer notre vie finalement, nous permettaient de mieux comprendre notre environnement. Et tout ça, ça reste vrai. Mais il y a aussi peut-être les philosophes empiristes avec le monde des faits, des contextes. On passe finalement des concepts de la théorie au contexte finalement de l'expérience concrète que l'on appelle parfois les percepts. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas l'un contre l'autre. Je pense que le behaviorisme, souvenez-vous, la transformation du comportement des élèves à l'aide des savoirs que nous avions sur l'apprentissage, de manière à mieux transmettre, et de l'autre côté, les constructivistes qui nous disaient « mais c'est à partir des connaissances des élèves que nous devons les conduire à des théories plus parfaites, plus générales, plus transférables ». Eh bien, encore une fois, vous voyez mon schéma, je pense que c'est une boucle vers laquelle nous devons aller, qui va concilier à la fois le monde des théories, le monde des idées, avec le mode de l'expérience concrète. Si vous comparez ce schéma à celui que j'avais dessiné pour la classe inversée, vous retrouverez facilement les différents éléments. Vous trouverez dans mon diapo quelques références sur la classe inversée, sur différents éléments. Vous avez vu que mes dias sont vraiment suivis, presque sur chaque dia, vous avez des liens de développement et de perfectionnement. Ceux qui ne veulent pas aller trop loin, mais juste avoir un petit souvenir, vous pouvez télécharger une plaquette qui a été développée dans mon centre de pédagogie, le Louvain Learning Lab à Louvain. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aller voir mon blog, le blog de Marcel. Et je suis prêt maintenant à dialoguer avec vous et d'écouter vos questions et vos développements souhaités. Merci. Vous m'entendez, monsieur Lebrun? Je vous entends, je regarde comment je suis. Voilà, je suis revenu parmi vous en fait. Donc, si quelqu'un veut poser une première question. Non, c'est vous. Oui, vous avez un micro, je pense que les micros sont branchés à côté de vous. Voilà. Oui, je voulais parler de la notion même de mot de classe inversée. Le son fonctionne? Oui, je vous entends. Très bien. De classe que nous appelons en français inversée. Or, depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire très longtemps avant qu'il existe des supports numériques pour l'enseignement, l'enseignement dans les pays anglophones se faisait déjà sous ce modèle. Et bien sûr sans le moindre support informatique. Il se faisait sous forme de séminaires dans lesquels les étudiants faisaient en premier une recherche sur un sujet et ensuite, avec le professeur et en groupe, ils en discutaient et le professeur ajoutait des compléments ou des commentaires. Autrement dit, quand les supports numériques sont apparus, ce qu'on a fait, ça a été une classe calquée et non pas inversée, calquée sur les méthodes préexistantes depuis longtemps dans les universités anglophones.
Oui. Pour nous, c'est inversé parce que nous mettons la théorie avant la pratique, mais depuis longtemps et sans le moindre support technique, il existait déjà cette pratique de mettre la pratique d'abord et la théorie ensuite. Oui. Alors, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Bon. Alors, je vous dirais que moi-même, j'ai fait ma première année d'université en 1972 et j'avais un professeur de mécanique rationnelle qui avait un livre et qui nous demandait chaque semaine de lire un chapitre. Et quand il arrivait au cours, il nous disait, avez-vous des questions? Il nous proposait un petit exercice s'il y avait des questions, etc. Et quand il n'y avait pas de questions, il nous avait un petit regard un peu cynique en nous disant, ben, c'est que c'était facile, il n'y a pas de problème, j'arrête mon cours maintenant, vous lirez le chapitre suivant pour la semaine prochaine. Donc, madame, oui, ça a existé. Un professeur comme ça, j'en ai eu un dans toute ma scolarité universitaire. Bien sûr, les anglophones inversaient les cours depuis bien avant. Je fais remarquer qu'en 2008, les deux personnes, là, les chimistes que j'ai cités, qui ont lancé le concept de flipped classroom, classe inversée, étaient bien des Américains. Donc, c'est eux qui l'ont lancé, parce que de nouveau, on faisait ça peut-être, nous le savons, à Harvard et MIT, mais dans la plupart des universités, c'était pas si pratiqué que ça, et en tout cas pas dans les classes de niveau secondaire et primaire. Ceci dit, je vous ai dit tantôt, en souriant un petit peu, que nous, les francophones, on n'était vraiment pas gâtés. Hein, vous vous souvenez, enseigner, apprendre. Nous ne le sommes pas non plus par rapport à l'inversion. Entendons-nous bien. Pour moi, inverser la classe, c'est remettre l'apprentissage à l'endroit. On a bien compris. Alors, les anglo-saxons, les Américains, les Anglais, les Finlandais au nord, etc., etc., mais oui, ils faisaient de l'inversion, mais oui, on travaillait du contexte. C'était les héritiers des protestants. Les protestants, quand ils ont vu le livre arriver, souvenez-vous, on dit que Luther aurait dit ça, j'ai jamais trouvé la trace, mais enfin, c'est dans l'esprit, il s'empare d'un livre et il dit, d'une Bible, hein, évidemment à l'époque, et il dit, avec ça, vous allez pouvoir accéder au savoir directement. Et les catholiques, c'est de là que nous venons, hein, quelque part. Ils étaient grognons par rapport au livre, parce que chez nous, chez les catholiques, anciennement, mais il fallait qu'il y ait un prêtre, un prof, un clerc, pour interpréter le livre. Et nous avons continué sur cette lignée avec les cours ex cathedra. Donc, ce que vous me dites là, c'est tout à fait correct. C'est même historiquement marqué, mais il n'empêche, je n'ai pas envie que les autres participants repartent en disant « Ben oui, ben finalement, Lebrun nous a parlé de la classe inversée, mais ça se fait déjà depuis longtemps. » Oui, ça se fait déjà depuis longtemps aux États-Unis, mais pas encore en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et donc, ce que je viens vous parler ici, c'est vraiment une innovation. Parce qu'une innovation, elle est toujours contextualisée, elle n'est pas absolue. Quelque chose peut être une innovation pour vous et pas du tout pour moi. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai que les choses dont j'ai parlé, si je disais la même chose à des collègues américains, ils me diraient que j'enfonce des portes ouvertes, quoi. Et je pense que c'est vrai. Je parle ici à un public d'Européens, un public de France ou de Belgique, peu importe. Et je pense que nous sommes là face à enfin une révision, de nos concepts autour de l'enseigner et de l'apprendre. Alors je vous dirais, vous savez, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. C'est pas la peine de vous demander s'il faut pas. Oui, mais on ne sait jamais. On va créer un grand conseil au niveau de la République, etc. Vous y allez tout de suite, n'est-ce pas? Parce que si les universités et les écoles ne le font pas, le privé va s'en mêler. Et le privé peut s'en mêler et on n'aura pas besoin
des grands chercheurs, parce que le privé, il s'achètera les grands chercheurs pour faire des cours en ligne, mais qui seront bien mieux que ce qu'on entend dans les amphis. J'ai donné dans ma vie et j'ai organisé pas mal de cours en ligne. Bien, quoi, avec des activités en ligne. Chaque fois, des étudiants m'ont dit, c'est un peu sibyllin, hein, mais ils m'ont dit, c'est quand même curieux, n'est-ce pas, monsieur Lebrun? Mais il y a plus de présence dans votre cours à distance que dans un cours en présence. Je vous laisse analyser tout ça. Parce que nous confondons la présence et la proximité. Dans un amphi, on est à proximité. On est à 10 mètres, à 15 mètres. Mais on n'est pas en présence. C'est même pas un humain qui parle. C'est une sorte de transmetteur de savoir déjà là, quoi. Parlez de vos expériences, parlez de vos contextes, parlez de vos recherches, parlez de vos intérêts. Voilà ce que nous disent les classes inversées. Oui, merci Monsieur Lebrun pour cette présentation très intéressante. Vous avez beaucoup parlé en fait des enseignants et de la prise de conscience des enseignants, et puis vous nous encouragez à changer nos pratiques, ce qui est très bien, ce qui est une très bonne chose. J'ai une autre question, c'est quel conseil vous donneriez aux enseignants pour inciter les étudiants à changer leurs pratiques? Parce que quand moi j'ai fait quelques essais très modestes, hein, de commencer par la conceptualisation, de parler aux enseignants, par exemple, aux étudiants, pardon, me vient un exemple très, très récent. Dans un emploi du temps d'un cours, des travaux pratiques ont eu lieu avant le cours théorique. Donc, je me suis dit, je vais utiliser ça pour faire justement de la conceptualisation avant qu'il y ait le cours. Mais ça a été pas bien reçu du tout, vous voyez. En fait, les étudiants avaient du mal à m'écouter en disant on vous écoute pas, on attend quel cours en fait. Je dis non, parce que là on va en parler de ce problème, et puis vous allez des choses que vous allez à résoudre, des outils qu'on vous propose. Enfin, j'ai justement essayé de faire de la contextualisation, mais c'était pas si facile que ça. Et aussi demander à des étudiants de lire des choses avant d'arriver en cours, c'est pas non plus si simple que ça. Donc en fait, moi je me sens plutôt démunie à ce niveau, c'est-à-dire quels outils je pourrais avoir pour motiver les étudiants, quoi, en fait. Alors, mon Dieu, quelle belle question. Évidemment, c'est une question qui me parle, hein, je l'ai vécue. J'avais pratiquement tous mes cours en inversé, que ce soit en première année d'université ou en master, etc., etc. Alors, tout d'abord, je comprends les étudiants, hein. Ils ont eu jusqu'ici des cours où il fallait bien emmagasiner les savoirs. Ils étaient évalués là-dessus. C'est ce qui comptait, la restitution. À peu de choses près, hein. Je sais très bien que parmi vous, il y a sans doute des enseignants qui font d'autres choses. Je le sais bien. Je parle en général. Tant mieux si vous faites déjà autre chose. C'est bon, c'est très bien. Et donc, ils sont habitués dans ce système-là. Alors, patience dans l'azur. Nous sommes ici, je ne sais pas si on vous en parlera dans d'autres séminaires, de l'innovation, mais l'innovation a un rapport au temps. Elle ne se fait pas en un claquement de doigts, elle ne se fait pas en un décret, elle demande parfois toute une génération avant de pouvoir s'installer, non pas comme l'affaire de quelques pionniers qui essaient des choses, mais comme une véritable pratique ancrée. C'est-à-dire, oui, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, quoi. Donc, il faudra du temps. Ce qui me rassure, voyez-vous, et beaucoup, et j'aime travailler avec eux, tout comme j'aime travailler avec les acteurs du supérieur, c'est que, en particulier en France, cette association dont j'ai parlé, qui est vraiment une association, comme on dit, bottom-up, quoi, hein, donc émergente, qui s'appelle Inversons la classe, et qui réunit maintenant, d'après sa présidente, hein, je suis souvent avec eux, des dizaines de milliers de membres
que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, etc., etc. Et je pense que maintenant, nous avons encore des moments de transition, et fortement, des étudiants qui nous arrivent du système de l'enseignement secondaire, principalement, où c'est le programme, les savoirs, les bilans, blablabla, etc., etc. Et donc, ils arrivent dans le supérieur et tout à coup, un prof dit, je caricature, les savoirs, c'est pas si important que ça, on va juger votre qualité à être capable de mettre ces savoirs en action dans différents projets, etc., etc. Voilà, il faudra le temps. Alors maintenant, vous me dites, oui, c'est bien, ça je savais, mais qu'est-ce que je fais? La première chose, madame, messieurs, parlez-leur. Mettre en place des travaux de groupe. On fait ça, des travaux de groupe. Mettez-vous en groupe, discutez, etc. Des projets sans expliquer aux étudiants pourquoi on le fait dans une orientation qui peut être tout à la fois sociale, professionnelle, mais aussi tout simplement humaine. Je pense que on oublie souvent cela. J'ai parlé des facteurs de motivation. Roland Viaud parle de la valeur de la tâche, du contexte, etc. Moi, je dis, la motivation démarre d'une perception de l'environnement. Comment je perçois l'environnement et comment voulez-vous que l'étudiant perçoive l'environnement si on n'a pas explicité cet environnement? Vous savez, quand je commence un cours dans le supérieur, chez nous, à Louvain, grosso modo, un cours sur un quadrimestre ou un semestre, c'est 15 séances de 2 heures. Eh bien, la première séance de 2 heures donc, je passe facilement 1 heure à expliquer non pas le contenu du cours, ça ils vont l'avoir, c'est marqué et tout, mais à expliquer comment ça va se passer, ce que j'attends d'eux et surtout comment je vais les évaluer. Parce que, évidemment, si je dis oh, dans mon cours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous allez faire des projets, vous allez faire des présentations, vous allez venir, et à l'examen, je vais vous poser 12 questions sur les contenus, les théories, les machins, les dates, les noms, les modèles. Écoutez, le principe de cohérence est rompu. On ne peut pas faire ça. Et donc, je suis rassuré parce que le mouvement dont Madame, la première intervenante, a parlé, c'est en train de se mettre en place. Il y a un revirement des mentalités. Le numérique nous adoube finalement, j'emploie ce vieux mot de chevalerie, nous adoube à des valeurs ajoutées, à peut-être plus d'humanité. Il faut les faire jouer, il faut expliciter aux étudiants. Alors, vous avez dit quelque chose, j'espère qu'on m'avait bien compris. La classe inversée de type 1, je mets mon cours en vidéo, je leur dis de regarder des vidéos et quand ils arrivent au cours, je leur dis avez-vous des questions et je pose quelques exercices. Vous avez bien raison, ce n'est pas une classe inversée, c'est une classe translatée. La théorie arrive toujours avant le savoir, sauf que la théorie, c'est à la maison avant le cours et les exercices, c'est pendant le cours dans la classe. Donc, par rapport à tout cela, je pense que le mouvement est en cours, on commence à s'en rendre compte. Vous savez, il y a plein de mouvements sociaux basés sur le do it yourself, faites-le vous-même. La technologie, et je dis pas que c'est une bonne chose, la technologie vous permet de le faire. Avant, j'allais à la banque, il y avait quelqu'un devant un guichet qui répondait à mes questions. Maintenant, on me dit, monsieur, allez à l'automate qui est là en face, s'il vous plaît. Bon, voilà. Ça, c'est le grand risque, n'est-ce pas? Et donc, si nous ne mettons pas en avant ces valeurs humaines d'explicitation, comme j'en ai parlé, non, la classe inversée, ça va pas marcher. Et c'est pour ça que moi, le type que je préfère dans la classe inversée, c'est quand même le type 2,
c'est-à-dire, clairement, vous m'avez compris, on met les étudiants en groupe, on leur donne des thématiques et dans 2 semaines, ils doivent venir présenter au reste de l'amphi la thématique. Alors là, ils sont quand même bien obligés de préparer et pas simplement de leur dire « regardez la vidéo avant le cours ». Non, ils ont des tâches à réaliser qui accompagnent la vidéo. Souvenez-vous, dans mon modèle pragmatique, c'est pas que l'information qui est en gros la ressource, il y a les activités et la production. Qu'est-ce que l'apprenant va faire et qu'est-ce qu'il va produire et qu'est-ce qu'il va venir montrer de sa production. Donc voilà, courage. Vous savez, mes étudiants, quand ils viennent dans mon cours, ils disent « Oh là là, mais monsieur Lebrun, dans votre cours, on doit travailler. » Je dis « Oui. » Et dans les autres cours, c'est quand même pas la même chose. Hein. On vient, on s'assied, on écoute, on est bien sage, on prend des notes, parfois manuscrites, parfois avec un magnétophone. Et voilà, le temps passe et puis c'est fini. On attend le cours suivant. Alors moi, je leur dis quand même, je ne sais pas pour vous si ce concept est clair, mais il devrait arriver quand même, bon Dieu, à la Sorbonne. Les CTS, c'est une directive européenne. ECTS, European Credit Transfer System, le système de transfert. Et on nous dit que un ECTS, c'est 30 heures de travail étudiant. Vous m'avez compris, si je donne un cours de 3 ECTS, 90 heures de travail étudiant, et que la partie magistrale de mon cours, c'est 15 séances de 2 heures, ça me fait que 30 heures. Et donc, je dois bien leur trouver du travail pour 60 heures. Il faudrait quand même qu'un jour, un président ou un vice-président d'université explique aux étudiants qu'est-ce que c'est un ECTS. Une année académique, c'est 60 ECTS. C'est 1800 heures de travail étudiant. En fait, les 60 ECTS, c'est le temps de travail de quelqu'un qui travaille finalement. Vous voyez? Tant qu'on n'aura pas dit ça aux étudiants, tant qu'on leur aura dit, chez nous, vous venez écouter les cours, il y a l'examen, vous redites, toutes les tentatives de pédagogie active sont vouées à l'échec. Sauf avec des professeurs particulièrement charismatiques, etc., etc. Oui, bien sûr, il y a toujours eu des pionniers. Mais je pense qu'il faudrait quand même mettre les étudiants devant le fait que si mon cours de 30 heures fait 3 ECTS, un ECTS étant 30 heures de travail étudiant, il y a un travail de 90 heures à fournir. Voilà. Et je crois que, encore une fois, c'est la persuasion, c'est expliquer, expliciter, pas faire comme si de rien n'était. Allez, travailler en groupe. Et puis la cloche sonne et puis on dit, voilà, c'est fini. Non, 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 non. Je pense que la pédagogie active doit être, comment dire, avec la visière relevée, elle doit être explicite. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Je me rends compte maintenant que j'ai fait de la classe inversée sans le savoir à l'époque. C'était facile en anglais parce qu'ils avaient une brochure papier avec des questions et ils devaient venir avec les réponses aux questions et donc parler devant les autres, ce qui permettait, c'était en master. Donc je pense pour répondre à notre collègue que le niveau est extrêmement important, le nombre des étudiants, c'est autant de facteurs qui jouent et qui soient prévenus en début d'année sur les règles du jeu et sur la notation qui était de passer un examen qui était un oral. C'était énorme parce qu'il y avait 160 étudiants et on pensait que j'étais pas très très raisonnable, mais c'est le genre d'enseignement que j'aimais. Non, moi ce qui m'intrigue, c'est la proportion que vous donnez entre la présence et la distance, parce qu'on avait beaucoup d'étudiants en stage. Et c'est vrai que je les connaissais, je dirais pas mieux que ceux qui étaient là, mais je les connaissais très bien parce qu'il y avait les contacts par email, ce que l'on pouvait faire. Alors, je devrais pas le dire maintenant parce que par Skype, j'avais pas le droit de le faire, mais bon, on le faisait quand même pour dire d'avoir un contact. Et
c'était ce rapport, vous voyez, entre ceux qui sont vraiment à distance et puis ceux que l'on peut voir. Donc, en gros, la proportion entre le à distance et la présence. Peut-être je ne m'exprime pas assez clairement. Oui, alors, effectivement, quand vous m'avez dit que vous étiez une prof de langue, généralement, je dois vous dire que mon propos est, pas par tous évidemment, hein, il y en a encore qui font des cours de langue en magistral, bon, bien sûr, mais c'est généralement bien reçu parce que bah, moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai suivi des cours de langue. Ben, la professeure que je voyais, elle ne faisait rien de magistral. Tout le temps était utilisé pour faire des jeux de rôle, de l'interactif, etc. Et tout ce qui était savoir, les verbes, les conjugaisons, les accords et tout, elle nous donnait à la fin de chaque cours quelques feuilles de papier en nous disant, ben voilà, vous lisez ça et vous verrez en bas, il y a un exercice que vous devrez prester au cours suivant. Donc, ça marche raisonnablement bien. Maintenant, par rapport à votre question, hein, je ne crois pas, ou bien alors c'est mon propos, évidemment, on a 1 heure, on est caricatural, je n'ai pas préconisé si vous voulez, de rapport entre les temps en présence ou à distance et les moments où ça devait être fait. Je pense que c'est un faux problème parce que la technologie actuellement nous permet d'être à distance en présence. Voilà, je le suis maintenant, je suis avec vous, je vous vois, vos regards, tout, et je suis dans une présence peut-être que j'aurais pas autant si j'étais venu vous voir, parce que je fais attention, je dois la voir, vos visages et tout, et c'est beaucoup plus difficile. Non, je pense que l'hybridation, je ne l'ai pas dit, mais finalement, c'est un facteur, si on veut le numériser, qui va de 0 à 100%. 0, ce serait pas de distance du tout, tout en présence, et 100%, ce serait tout à distance et pas de présence du tout. Et entre les deux, madame, vous avez mais une granularité comme vous voulez, 30, 70, 82, 18, vous faites ce que vous voulez. Moi, dans mes cours, je donne pas mal de cours à des étudiants qui sont en reprise d'études. Et souvent, ils m'écrivent en me disant, mais Monsieur Lebrun, c'est embêtant parce que les séances du 3, du 10 au 17 mai, je ne sais pas être là, je n'aurai pas le temps d'arriver au cours, même si mon cours se donne en soirée. Je lui dis, mais écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je branche mon Skype et tu pourras participer, un peu comme je le fais maintenant, hein. Tu pourras participer. Et donc, pour moi, c'est fabuleux ça. Le numérique contribue à abolir certains éléments de présence-distance. Maintenant, allez, ce serait plus gai que je sois avec vous pour prendre une tasse de café ensemble et discuter. Mais oui, bien sûr, mais j'ai pas dû me déplacer et je suis là à votre écoute comme si je l'étais. Donc, pour résumer ce propos, je dirais, il y a un principe en pédagogie qui n'est pas encore écrit, en tout cas dans ce sens-là, et que j'aimerais bien que l'on mette au-dessus, c'est le principe de variété. De variété. Nos étudiants, ils sont différents. Ils ont des styles cognitifs qui sont différents. Et encore, ce style, il n'est pas le même tout le temps. En fonction du type de cours, de la personne, ben, le style va changer. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des particules élémentaires. Ça, c'est ce que mon premier prof de pédagogie m'a dit. Tu sais, Marcel, il y a quelque chose que tu vas devoir te rendre compte, c'est que les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Vous savez, les particules élémentaires, l'enseignant, avec son champ magnétique, il est capable de toutes les orienter dans la même direction. Essayez avec vos étudiants. Ça marche pas. Et donc, pour moi, c'est évident. Est-ce qu'il vaut mieux faire du problème, du projet,
d'avoir de temps en temps un apport ex cathedra, de demander aux étudiants de venir présenter eux-mêmes. Tout ça est à votre disposition. Et je connais aussi, et là, ça va être le clou, des profs qui ne font que du magistral. Mais ils le font tellement bien, en apportant des anecdotes, en apportant de l'humanité, des sourires, etc., que j'ai envie de leur dire, ne passez surtout pas aux méthodes actives, n'est-ce pas? Et donc, je pense que ce principe de variété, il faut vraiment le mettre en avant. Moi, j'aime pas les trucs normatifs. On met des vidéos avant et puis on fait des exercices pendant. Et quoi encore? Vous allez faire ça pendant 2 semaines et puis vous allez vous lasser et vous allez lasser vos étudiants. Donc voilà, je crois que les méthodes actives, c'est un principe de variété. Merci. Voilà. Donc merci beaucoup à vous, Monsieur Lebrun, pour avoir pris le temps de nous parler de classe inversée, de formation hybride, nous avoir exposé vos méthodes. Merci d'avoir pris le temps aussi d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, je suis très content de cette deuxième séance et j'espère que le public a été satisfait. Merci à vous. Ben, écoutez, merci. Je dis ça, vous savez, à l'heure actuelle, voyez-vous, je suis professeur émérite. Et donc, si ce que j'ai fait là avec vous ne me faisait pas plaisir aussi, je ne le ferai pas. Et donc, je ne fais pas ça parce que, voilà, j'ai la parole, etc. Je fais ça parce que ça m'intéresse finalement de partager mes idées, d'avoir des questions, des remarques qui me permettent aussi parfois d'aller plus loin. Donc, je le fais avec grand plaisir. Si à l'occasion, ben, nous pouvons nous rencontrer finalement, ben, ce sera un plaisir encore renouvelé et redoublé. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation, beaucoup de plaisir aussi avec les autres collègues qui vont intervenir. Je crois que vous allez écouter Christelle Lison, qui vient ou bien vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas, qui vient de Sherbrooke. Vous l'avez entendu? De moi, dans son... Ah ben, donc Christelle Lison qui vient de Sherbrooke, mais faites attention, malgré son accent québécois pas croyable, elle est bien belge, elle a été une de mes étudiantes, il y a une vingtaine d'années, et nous partageons beaucoup, un collègue aussi, Philippe Parmentier, qui est un collègue de Louvain, ils vont vous donner des dimensions, des approches, des regards aussi différents et ça m'a fait très plaisir d'être quelque part avec eux pour vous parler de pédagogie et d'enseignement hybride. Donc, voilà, bonne continuation à toutes et à tous et merci pour votre attention. Merci.